Cette séance, je ne sais pas, était annoncée avec Mehdi Belhadj Kassem en ma compagnie, et malheureusement, Mehdi est malade. Il me l'a fait savoir hier. Évidemment, je regrette qu'il ne soit pas là. Mais bon, j'ai décidé de venir seul, de ne pas annuler seulement pour ça. Et bien sûr, ça va changer un petit peu la nature de la chose. Bon. Enfin, néanmoins, nous devions tous les deux parler du sexe, ce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas, puisque par une mesure spéciale dans le programme, nos deux noms n'étaient pas suivis d'un titre, à la différence de la plupart des autres noms. Je ne sais pas si c'est... On demandera après aux responsables si c'est une pudeur. Enfin, il y avait après 2 lignes qu'on pouvait aller voir en cherchant à en savoir plus, comme on dit. Bien. Alors, je ne vais pas me perdre en préliminaire, puisque on m'a demandé que nous prenions 45 minutes, puisqu'il y a eu pas mal de retard. Alors, pourquoi est-ce que Mehdi Belhadj, avant moi d'ailleurs, avait publié un livre intitulé « Être et sexuation », et moi, je crois environ, je ne sais pas, 3 ou 4 ans peut-être après lui, j'ai publié un livre intitulé « Sexistence ». Pourquoi est-ce que des philosophes publient des livres sur le sexe, et qui sont vraiment des livres de philosophie, qui ne sont absolument pas des livres de sociologie sur sur l'état socio, psycho, politico, même si on veut théologico, etc., sexologique de notre actualité. Mais parce que, justement, le sexe est omniprésent aujourd'hui, nous savons. Il est omniprésent, et puis j'y reviendrai peut-être dans un moment, il est omniprésent de plus en plus aussi sur le mode d'une singulière absence. C'est-à-dire que de plus en plus on parle de s'en passer, ou de le contourner. On va y revenir. Mais vous savez bien que depuis combien d'années, de décennies déjà, toutes les semaines, une quantité prodigieuse de magazines vous donnent des conseils sur le moyen d'avoir une bonne sexualité, une sexualité heureuse, je ne sais pas, enfin, toutes sortes de choses. Et après pas mal de temps, de réflexion là-dessus, je m'étais dit, pour ma part, je veux dire, mais Mehdi, c'était au fond, oui, le même contexte qui le poussait vers ça. Il faudrait quand même que les philosophes disent quelque chose sur ce phénomène. Voilà. Et pourquoi? Je ne sais pas, on pourrait être bref, je ne sais pas par quel bout il vaut mieux que je commence, mais disons une chose très simple. Voilà. On peut dire, depuis Freud, le sexe est devenu un objet de savoir, avec des guillemets, si on veut, un objet d'interrogation, de réflexion, etc. Alors, souvent, on pense que ça concerne la sphère dite de la psychanalyse. Mais Freud est très loin de n'avoir été que le fondateur de la psychanalyse, ou plutôt, étant le fondateur de la psychanalyse, il fondait autre chose qu'il a lui-même tenu, vers la fin, à appeler métapsychologie. Métapsychologie est pour Freud le nom de l'élément proprement théorique, en fait, de la psychanalyse. Et c'est sous le titre de métapsychologie que sont rassemblés plusieurs textes de Freud qui sont justement, on pourrait dire qu'ils sont des textes philosophiques, si vous voulez. Pour faire simple, je dirais de Freud est un très grand philosophe. Et c'est un très grand philosophe et qui a fait du sexe
pour cette raison-là, un objet d'intérêt commun, un objet comparable à l'être, si vous voulez, au savoir, bon, etc. Pourquoi? Pourquoi? Je dirais pour une raison qui est à la fois très simple, je crois, et en même temps qui ne fait, comme souvent, les raisons que obscurcir le fond des choses, c'est que Freud est arrivé au bout d'un siècle, hein, et même si on veut de 2 siècles, mais t'en prenez 18e et 19e, de 2 siècles pendant lesquels il s'était produit déjà un phénomène de, alors comment l'appeler, libération, c'est sûrement pas un bon mot, enfin bon. Le sexe est devenu à la surface, dans le libertinage du XVIIIe siècle. Vous voyez bien que le sexe se met à occuper une place qu'il n'occupait absolument pas. Vous ne pouvez pas trouver au XVIIe siècle un roman comme Les Liaisons dangereuses. Mais encore moins pouvez-vous trouver au XVIIIe siècle une œuvre comme celle du Marquis de Sade, et puis un peu plus tard comme celle de Fourier. Et ensuite, dans toute la suite du XIXe siècle, fleurissent les encyclopédies sur la sexualité, sur la pathologie, la grande pathologia sexualiste de Krafft-Ebing, ou bien une sorte d'encyclopédie qui est moins connue, dont d'ailleurs à l'instant le nom m'échappe, mais la grande encyclopédie initiée par les Allemands, enfin, sur toutes les histoires, les proverbes, etc., sexuels de tous les peuples de l'Europe. C'est une énorme entreprise qui, je ne sais pas si même elle a jamais été vraiment achevée. Il s'est passé quelque chose, et c'est de cela que Freud hérite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais qu'il s'est passé en même temps qu'une quantité d'autres phénomènes, si vous voulez, tous ces phénomènes qu'on peut résumer dans la phrase de Nietzsche « Dieu est mort », qu'il ne faut pas se presser d'entendre seulement de façon morale. C'est pas parce que Dieu serait mort, alors il n'y aurait plus de surveillant moral de la sexualité, alors ça se débride. Non, c'est beaucoup plus profond, je dirais, et plus complexe que ça. Quoi, Dieu est mort, qui d'une certaine façon n'a jamais voulu dire autre chose, comme Nietzsche lui-même le dit, que c'est seulement le Dieu moral, dit-il, qui est mort. Le Dieu moral, ça veut dire pour lui aussi bien le Dieu métaphysique, c'est-à-dire l'être suprême rendant raison de tout, hein, de l'origine et de la fin. C'est ça qui a disparu, qui avait commencé à disparaître sans doute à l'aube des temps modernes et qui disparaît complètement au XIXe siècle. Et alors d'une certaine façon, il n'est pas étonnant que vienne au devant de la scène quelque chose qui précisément concerne, en premier chef, l'origine et la fin. Et quelque chose qui, en même temps, excède complètement aussi les moyens d'appréhension, de connaissance, de rationalisation, etc. Bon. C'est-à-dire, en un sens, je le dis très sérieusement, très simplement, vous comprenez comment, le sexe, oui, prend la place de Dieu. Mais pas du tout pour être adoré. Pas du tout. Pour être interrogé, mais je dirais aussi pour interroger lui-même, pour devenir quelque chose qui interroge, qui nous interroge dans notre existence et dans notre rapport à l'origine et à la fin, si vous voulez, c'est-à-dire dans notre rapport au sens aussi. Et d'une certaine façon, je pense que tout le monde dans la salle peut comprendre que d'une certaine façon, c'est évident, ça va de soi, le sexe, il est tout le temps là, il nous traverse tous. Et comme grâce à Freud aussi, on peut le dire maintenant au moins mieux, il nous traverse tous à tous les âges, dans toutes les conditions, y compris les conditions les moins sexuelles ou les moins sexuées. Le sexe est évidemment là, complètement là,
dans la chasteté la plus chaste, ou dans l'impuissance la plus impuissante. Bon, voilà. Il est là, comme dans la solitude, les autres sont aussi toujours là. Être seul, c'est une manière d'être avec, fût-elle négative. Ça c'est une citation de Heidegger, lequel, au passage, lui, ne s'est jamais occupé du sexe. Alors, pourquoi cette puissance-là dans le sexe? Je crois peut-être on peut le dire avec deux indications, si vous voulez, très simples. Premièrement, le sexe, ça concerne l'espèce. D'abord, certains penseront, non, peut-être nous aurons même perdu de vue ça, mais enfin quand même c'est par le sexe que ça passe. L'espèce. Premièrement, l'espèce, c'est-à-dire les enfants, si vous voulez, et du coup aussi les parents, en fait. Bon. Deuxièmement, le sexe, ça nous met hors de nous-mêmes. S'il y a une chose sur laquelle je pense tous être d'accord, même si c'est pas du tout être d'accord sur une proposition, sur quelque chose qui se démontre, mais c'est quelque chose qui justement peut-être ne se montre même pas. Mais le sexe nous excède, mais de quantité de manières. La jouissance sexuelle est un excès, elle est en excès. La pulsion, la pression sexuelle est en excès, toujours. Et si cet excès comme Freud dit, mais aujourd'hui, la psychanalyse abandonne un peu ce mot, mais enfin, si cet excès se sublime dans quelque chose comme les œuvres, qu'elles soient d'art ou d'autres choses, c'est aussi une manière d'excéder encore. Qu'est-ce qui est commun entre l'affaire de l'espèce et l'affaire de l'excès en général? Et ce qui est commun, c'est que dans les deux cas, le soi, le petit soi, l'individu, si vous voulez, il est dépassé. Le sexe est ce dans quoi nous sommes complètement dépassés. Et c'est aussi pourquoi le sexe est une région, une sphère de l'existence pour laquelle, en fait, il n'y a pas de bon usage. Il n'y a pas. C'est ça qui fait le caractère un peu dérisoire, il faut bien le dire quand même, de tous les conseils de magazines que j'évoquais tout à l'heure, c'est que non, ça ne marche jamais comme ça. Et je crois dire que tout le monde le sait, nous le savons tous, tout le monde qui lit les magazines se dit ouais, on peut essayer peut-être, oui, de tenir compte tellement. Enfin, oui, quand on vous donne des conseils sur. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Il n'y a pas de bon usage du sexe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a que du mauvais usage. Mais ce qui veut dire que s'il y a, parce qu'en effet, évidemment, il peut y avoir un bon usage du sexe, et que le sexe est aussi, alors nous ne le savons que trop aujourd'hui, le sexe est aussi un registre dans lequel facilement le pire se déchaîne, le pire dans l'ordre du quotidien, des rapports quotidiens, c'est-à-dire le viol, évidemment, et puis tout ce que recouvre l'expression elle-même large, élastique de harcèlement sexuel.